Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre. Sur la première, nous vous proposons une édition spéciale après le premier tour des élections municipales, des élections marquées par le passage de la dépression tropicale forte Gretel. Avant donc de revenir sur les points marquants du premier tour, retour sur cette dépression qui a traversé le pays du nord au sud, une dépression qui est en cours d'évacuation. Des rafales jusqu'à 174 km/h ont été observées sur la côte ouest. À Nouméa, la nuit a été particulièrement agitée. Ce sont le littoral, les baies et les ports qui ont été les plus impactés. Antoine Le Teneur, Nicolas Fasquelle et Caillot Touy. Le vieux bateau de la Stille n'essayait pas de passer sous le pont de Nouville. Vers 2 h du matin, la fureur de Gretel a rompu ses haussières, coup de dérive, pour s'encastrer sous l'ouvrage d'art. Il a dû toucher parce qu'il était l'avant vers là, donc il a pivoté, il est venu en arrière sous le pont. Quel est le danger maintenant par rapport à la marée ? Le danger, c'est la marée qui monte et puis ça risque. Il va peut-être lui s'écraser, mais il va soulever quand même le pont, je pense. Inquiétude en effet, avec cette marée montante, susceptible de transformer le navire en levier destructeur pour le pont. Vers 10h30, un remorqueur a rapidement pu dégager le bateau. Restait cette inquiétude pour la structure de l'ouvrage. Là, ce qu'il nous reste à faire, c'est venir inspecter et diagnostiquer l'ampleur du problème. Là, comme on peut le voir sur l'ouvrage, les dégradations semblent superficielles. Et demain, on va s'atteler à regarder précisément si l'ampleur est plus importante que ce qui est imaginé à vue d'œil pour le moment. Voilà. Un pont hautement important pour la circulation nouméenne, puisque 10 000 véhicules le franchissent chaque jour. Une enquête de la capitainerie du port permettra aussi de déterminer la responsabilité du propriétaire du bateau. Toujours sur le port autonome, les traces de la dépression, avec ses conteneurs renversés par les vents. Plus loin, dans la Grande Rade, cette barge du nickel et cette balise portuaire poussées vers les quais. Enfin, les traditionnelles images de ces bateaux de plaisance, amarres rompus et drossés sur les rives. Souvenir d'une dépression, d'une alerte 1, pleine de mauvaises surprises. Et oui, la province Nord a été la première impactée par Gretel. Des coupures électriques, des ruptures d'alimentation en eau sont en cours. Je vous propose de faire le point à Koné avec Camille Monnier et David Sigal. Camille, y a-t-il toujours des perturbations sur les réseaux ? Alors oui, dans la zone VKP, il n'y a pas eu de gros dégâts à signaler, mais vous l'avez dit, des incidents qui ont des conséquences sur le réseau. D'abord, à Vaud, où le village et la tribu de Gatop en bord de mer sont privés d'eau depuis cette nuit. C'est un arbre en fait qui est tombé sur le réseau électrique du forage, ce qui rend le pompage impossible. Les équipes sont en train d'intervenir. Du côté de Koné, où cette nuit on a fait face à plusieurs coupures d'électricité. Si le courant est de retour, eh bien l'eau au robinet n'est pas au rendez-vous, notamment dans la chaîne centrale à Beaupop. Et ici, où je me trouve à Baco, il n'y a pas encore d'eau, mais ça ne devrait pas tarder. Le réservoir est en cours de remplissage et le réseau en cours de remise en service. Alors toutes les équipes de Aquanor sont d'ailleurs réparties partout sur les captages de la zone pour établir le réseau, mais les accès sont très difficiles. Et comme à chaque grosse pluie, plusieurs quartiers et tribus se retrouvent avec de l'eau trouble au robinet, le Civom VKP recommande de faire bouillir l'eau avant de la consommer. Du côté de Pointe-Boute, rien n'a signalé de particulier. La RT1 est praticable sur l'ensemble du réseau, mais il y a encore quelques tribus qui sont isolées, notamment à Koné, la tribu de Tiaoué, Atéou et Néami, et à Vaud, les tribus de Tieta et de Boyenne. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la situation actuellement. Merci Camille Monnier et David Sigal, donc en direct de Koné pour ce point très complet sur la situation. Sur le territoire, l'ensemble des établissements scolaires est resté fermé. Ce lundi, c'était prévu, mais c'est une fermeture qui sera prolongée mardi matin et midi, ainsi que mercredi midi et soir à l'école de Népouy, dans la commune de Poya.
Le point sur les coupures ce matin. ESC recensé 383 clients privés d'électricité, 1021 à Bourail, 359 foyers privés d'électricité à Canala, Calagomène et Coumac sont plus faiblement impactés. Et puis Enercal, de son côté, avance le chiffre de 4684 foyers privés d'électricité à Païta, Dimbéa, 571 à la fois, près de 1000 dans les loyautés et en tout plusieurs centaines en province nord. Mais selon Enercal, le courant a déjà été rétabli à Marais et à Koné, et puis des vérifications sont actuellement en cours avant de rallumer une grande partie du réseau. Comme je vous le disais, la trajectoire de Gretel, située à l'ouest du pays, a traversé la Calédonie du nord au sud. Tout au sud, l'île des Pins a été impactée par la dépression tropicale. Anne-Claire Lévesque et Michel Bouillet sont sur place. Ce lundi, Anne-Claire, les liaisons téléphoniques sont affectées à l'île des Pins. Quelles sont les conséquences du passage de Gretel ? À l'île des Pins, Gretel s'est faite sentir bien sûr plus tardivement par rapport au reste du territoire. Le vent a soufflé fort cette nuit. Il a fait voler des branchages, il a cassé quelques arbres, mais sans conséquences trop importantes. Au petit matin, un pin barrait la route en bordure de la baie de Cuteau. Un hangar de stockage était aussi tombé pendant la nuit, aussi vers la baie de Cuteau. Pas de victimes, donc juste quelques conséquences matérielles. Et puis l'impact finalement le plus important est sur les communications. Impossible depuis le réveil d'utiliser le réseau Mobilis. L'OPT nous informait que c'était à cause d'une coupure d'électricité et non pas à cause du réseau lui-même. En revanche, on a quand même vu quelques câbles télécom, quelques câbles de l'OPT coupés sur la route. On a observé ces lignes de téléphone qui étaient tombées. Donc c'est finalement à ce niveau-là que Gretel a eu le plus d'impact. À la mi-journée, le vent souffle encore. Il y a des grains forts réguliers. Et Air Calédonie avait déjà modifié hier son programme. Il semble que pour l'instant, la compagnie se tienne au programme modifié. Donc, premier vol entre Nouméa et l'île des Pins, toujours prévu pour 15h30. Et le retour, île des Pins-Nouméa, pour 16h30 depuis l'aérodrome ici de l'île des Pins. Merci Anne-Claire Lévesque, que l'on a retrouvé grâce à une liaison Skype, une liaison Internet, car vous l'avez entendu, le téléphone ne fonctionne plus, les réseaux téléphoniques ne fonctionnent pas au niveau du Mobilis. Direction maintenant les loyautés qui n'ont pas été placées en alerte cyclonique 1, mais sont restées au stade de préalerte. Un stade qui a été levé ce matin. Nous nous rendons à Lifou, où nous rejoignons Coralie Cochin et Philippe Kunzmann. Coralie, la question que l'on se pose tous ce matin concerne évidemment les transports et la continuité territoriale. Où en sommes-nous des liaisons aériennes et maritimes qui étaient interrompues ? Alors nous nous trouvons à l'aérodrome de Wanaham à Lifou où toutes les liaisons étaient suspendues depuis hier 15h comme sur l'ensemble du territoire. Ce matin encore 8 vols ont été annulés et 4 ont été reportés à cet après-midi. Cet après-midi où un retour à la normale est prévu. Tous les vols seront donc maintenus à partir de maintenant, nous annonce Air Calédonie, malgré des vents encore relativement forts. Ici, à Lifou, un premier avion est attendu de Nouméa vers 13h45 à peu près, dans 1 heure, et il devrait repartir vers la capitale après 14h. Sur le volet maritime, quelques perturbations aussi. La liaison du Bétil-Chaud entre Nouméa, Marais et Lifou a été annulée ce matin. Elle sera reportée à vendredi aux mêmes heures, avec un départ de Nouméa à 7h pour une arrivée à Marais à 11h et à 13h45 à Lifou. Merci Coralie Cochin, puis merci à l'ensemble de nos envoyés spéciaux sur le terrain qui nous ont permis de vous livrer ce point le plus complet possible. On y reviendra bien sûr ce soir à 19h30. 212 884 électeurs étaient appelés aux urnes pour élire 33 conseils municipaux en ce premier tour. À retenir la forte abstention, seulement 40,8% de participation ce dimanche en Calédonie. Et puis le fait majeur, c'est la réélection stratosphérique de la maire sortante de Nouméa, Sonia Lagarde, qui a affronté 6 autres listes et qui est élue avec près de 64% des voix. Aucun des 6 autres candidats n'atteint 9%. Écoutez la maire de Nouméa, interrogée par Brigitte Wap. C'est la récompense du travail effectué. C'est un investissement personnel. J'ai énormément travaillé pendant ces 6 ans, les samedis, les dimanches comme les fêtes, parce que je m'étais lancé un défi et je voulais que cette ville s'améliore, qu'elle s'embellisse. Et je m'étais lancé ce défi en 2014 et je voudrais remercier profondément les Nouméennes et les Nouméens. Oui, on va s'atteler à essayer de réussir et de mettre en œuvre toutes les propositions qu'on a faites. Voilà. Mais vous savez, moi j'avais passé 13 ans avant d'être élue.
au conseil municipal. Et alors bien sûr que j'étais pas d'accord avec tout, mais j'ai essayé d'être constructive. Alors c'est vrai que cette opposition aujourd'hui, elle est pas aussi conséquente qu'en 2014, mais j'espère qu'elle sera constructive parce que la qualité de vie des Nouméens, elle appartient à tout le monde, y compris à l'opposition. Luc Steinmetz, bonjour. Vous êtes historien, observateur politique. Je ne sais pas si on doit encore vous présenter. Vous êtes en tous les cas notre consultant pour ces élections municipales. Alors tout d'abord, l'élection de Sonia Lagarde, certes, ce n'est pas une surprise. En revanche, un score de 64 points avec un scrutin à 7 listes, c'est quand même assez énorme, non ? Voilà, ça n'est pas une surprise parce que tout le monde avait à peu près imaginé en effet qu'elle arriverait en tête et qu'elle serait élue dès le premier tour. Mais à titre personnel, je l'imaginais autour de 55%, voyez-vous. Mais ce score où elle a finalement presque les 2/3 des suffrages exprimés, 64% n'est pas loin de 66%, c'est quand même quelque chose de remarquable. Surtout que c'est la première fois qu'une liste avec à la tête un futur maire emporte autant de suffrages exprimés dès le premier tour. On se rappelle d'élections de Roger Larocque ou bien de Jean Lec qui s'étaient faites aussi brillamment au premier tour, mais soit auparavant, lorsque le mode de scrutin était différent, il était majoritaire, ou alors même dans ce scrutin mixte-là, il avait parfois fallu attendre un deuxième tour, par exemple en 2008, pour que Jean Lec soit élu, avec malgré tout 54-55% des voix. Donc là, c'est vraiment quelque chose de remarquable. Et Madame Lagarde faisait remarquer jusqu'à présent qu'elle avait auparavant patienté tout de même pas mal d'années dans l'opposition, au conseil municipal, avant de pouvoir obtenir le poste de maire. Donc c'est en quelque sorte un couronnement. Bon, c'est un petit peu tempéré par l'abstention. Oui, l'abstention, parce que... Alors, voilà, 60% d'abstention, c'est quand même là aussi... oui, enfin, pour une élection de proximité. 42% de participation, je crois. Oui, ou bien 40%. Oui, 40% pour Nouméa et 42% pour l'ensemble de la Calédonie. Alors, en fait, il faut dire que Nouméa, par exemple, aux élections de 2014, avait été la commune où la participation avait déjà été la plus faible de toutes les communes de Calédonie. Elle n'avait été que de 61%. Donc là, 40%, c'est évidemment faible. Mais je pense, c'est à titre personnel, que si elle avait été plus importante, les rapports de force entre les listes, finalement, auraient été sensiblement le même. Voyez-vous, avec le cyclone Gretel, il y a beaucoup d'arbres, de branches, de feuilles qui sont tombées. Et je pense un petit peu à la chanson, vous savez, les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Bon, là, ce ne sont pas des feuilles mortes. Ce sont des feuilles vertes, elles viennent de tomber seulement. Mais disons que Mme Lagarde les a ramassées à la pelle. Merci Luc Steinmetz, on vous retrouve dans un instant. Tout est pour tout, 11 listes ont été élues au premier tour. Le point avec Bernard Lassos et nos envoyés spéciaux sur le terrain. Robert Rowie réélu une nouvelle fois au premier tour. Là n'est pas la surprise. En revanche, le score, plus de 69%, lui, est surprenant. Comme le fort taux d'abstention relevé à Lifou est regretté par le nouvel élu. Je voulais simplement souligner les 40% d'abstention. J'espère que c'est du phénomène météorologique et pas d'autres raisons. Autre vainqueur dès ce premier tour, Pascal Vittori à Boulou-Paris avec 54,6% des voix, loin devant le candidat de l'Avenir en confiance, Jérôme Ciré. À Wailou, Pascal Sawa, maire UC sortant, conforte sa position, une première pour la commune. Il réunit 57% des suffrages. Autre leader de l'Union calédonienne, Pierre Chanel Tutugoro, réélu à Ponériouin, mais de justesse, 51,6% contre 48,4% pour Athanase Naoutchoué. Enfin, à Point-Bout, c'est Yann Peraldi qui remporte son duel face à Jean Naouna, 52,3% pour le premier adjoint du maire sortant, Roby Courteau, dans une commune qui joue donc la continuité. Les autres candidats élus dès le premier tour, à Touault, Alphonse Poignine de la liste unie avec 56,4%. À Bélep, Jean-Baptiste Moilou, liste unie également, 50,3%.
À Moindou, la liste Ensemble pour Moindou, Calédonie Ensemble, Léon-Joseph Perronnet, 42,7%. À Farino, Régis Roustan, liste Agissant Ensemble pour Farino, 52,5%. Et puis à Saraméa, commune de moins de 1000 habitants, Prisca Le Hérault arrive en tête, mais c'est une commune donc de moins de 1000 habitants, et donc il n'y aura pas de second tour. Alors il est encore trop tôt pour dire qui sortira vainqueur, parce que des fusions sont tout à fait envisageables, et en tous les cas, des accords sont tout à fait possibles. Laura Laïobry, vous nous rejoignez sur ce plateau. Pour l'heure, pas de duel au second tour, même si, encore une fois, des fusions sont largement envisageables. On en reparlera tout à l'heure avec Luc Steinmetz. Il y a 22 triangulaires et quadrangulaires. Oui, on enregistre a priori 9 quadrangulaires dans ce scrutin. À Païta, au Mont-d'Or ou encore à Dimbéa où le maire sortant, Georges Naturel, est en ballotage favorable. Après un score de 49%, il sera confronté dimanche à la liste de Veimoa Mouliava de l'Éveil océanien, celle de Cynthia Jean pour Génération NC, et puis enfin la liste indépendantiste FLNKS de Rachel Hocher. Pas de duel en perspective, vous l'avez dit Yvan, pour ce second tour, mais des triangulaires. Les électeurs peuvent s'attendre à 13 triangulaires dimanche prochain. À Koné, par exemple, le maire sortant Joseph Goromidi est un petit peu bousculé. Il se maintient tout juste au second tour avec 36%, talonné de près par son adversaire de l'UCF-LNKS, Thierry Goessé. Et c'est 34%. Enfin, la liste d'Edwin Billier, Génération NC, n'est pas loin avec 29%. Voilà, la bataille va être très serrée dans la capitale du Nord. Une bataille âpre. Et bon, un autre constat, c'est que le jeune parti Génération NC, créé seulement il y a un an par 2 dissidents de Calédonie Ensemble, a remporté son pari. C'est comme ça qu'on peut analyser les choses. Oui, Nicolas Metzdorf et Nina Julier, qui sont effectivement vraiment les fondateurs du mouvement, ont réussi leur pari, même si ça a été un petit peu plus compliqué pour d'autres candidats de Génération. À la fois, Nicolas Metzdorf réalise la performance d'être en tête du premier tour avec 28,4% des suffrages, suivi seulement 3 points derrière par Marielle Keletaona de Calédonie Ensemble. Enfin, de son côté, Nina Julier au Mont-d'Or se place à une belle 2e place derrière le maire sortant, Eddy Lecourrieux. Et puis un autre fait marquant, évidemment, c'est la continuité de l'effondrement de Calédonie Ensemble. Après les provinciales, ce sont les municipales. Oui, le parti est en bien mauvaise posture à l'issue de ce premier tour des municipales. Dans le Grand Nouméa, eh bien, il ne franchit pas la barre des 10% et ne peut que espérer maintenant des fusions. Il se maintient néanmoins pour accéder à un second tour dans des communes comme La Foix ou encore Bourail. Et puis finalement, il ne réussit à conserver que les petites communes de Farino et de Moindou. Luc Steinmetz, une réaction. On peut s'attendre évidemment à des fusions parce qu'il n'y a pas de duel alors qu'il est au second tour et les listes sont jusqu'à demain, c'est ça pour oui, jusqu'à demain 18h, elles ont la possibilité de fusionner, mais il y a aussi des listes qui sont fusionnées, sont actuellement exclues du second tour parce qu'elles ont moins de 5%, mais qui peuvent, par un appel à leurs électeurs, demander de se reporter sur des listes qui seront présentes au second tour. Ça veut dire que, vous savez, l'habitude quand on suit les élections, en Calédonie ou ailleurs, c'est qu'il ne faut jamais considérer les résultats du premier tour comme étant quelque chose qui est définitif. Beaucoup de choses peuvent bouger d'ici le deuxième tour. Et ensuite, entre le tour et l'élection du maire, il y a même parfois des surprises qui peuvent intervenir par des jeux d'alliance. Et parfois, un maire peut à 1 ou 2 voix près. Vous voyez, vous parliez de Saraméa tout à l'heure. Saraméa, c'est un cas typique. C'est la raison pour laquelle il y a eu parfois des annulations, où il y a eu des changements de maire en cours de route, de mandat, précisément parce qu'on est dans une situation où, une fois que l'élection est terminée, eh bien, on ne sait pas trop qui a vraiment gagné. Surtout, en plus, ça se complique là-bas à Saraméa avec des options familiales, etc., claniques. Alors, on va attendre, mais c'est vrai que Saraméa est un cas typique de ce qui peut être surprenant. La percée de Génération, en tous les cas, comme vous le disiez, à la fois de Nina Julier et de Nicolas Metzdorf, les 2 fondateurs. Oui, écoutez, c'était l'épreuve du feu pour eux, parce qu'ils ne s'étaient encore jamais présentés à des élections sous leur propre étiquette. Ils avaient été élus sous l'étiquette Calédonie Ensemble, dont ils avaient été des forces vraiment fougueuses et animatrices. Et puis on sait dans quelles circonstances, au lendemain des provinciales de mai 2019, les amis autour de Nicolas Metzdorf avaient décidé de rompre avec Philippe Gomez et Calédonie Ensemble. Donc pour eux, c'était vraiment l'épreuve du
feu. Et on peut dire que c'est un essai, mais qui pour l'instant est réussi. Il restera à le transformer, parce que la vie politique est longue. Mais c'est vrai que pour ce premier essai de l'épreuve du feu, c'est réussi. Un petit mot sur Calédonie Ensemble, justement, parce que un petit mot vraiment, parce qu'on est pressé par le temps. En sens inverse, c'est vrai qu'ils avaient été déjà lourdement sanctionnés au moment des provinciales de mai 2019, et qu'on sent que cette ambiance de sanction du corps électoral à l'égard de Calédonie Ensemble se poursuit, et c'est encore vérifié à l'occasion de ces municipales. Merci pour cette analyse précise, Luc Steinmetz. L'ensemble des territoires français était appelé à s'exprimer ce dimanche. En métropole, la polémique enfle après le maintien du premier tour, malgré le confinement imposé au stade 3 de l'épidémie de coronavirus. Dans l'opposition, un appel à reporter le second tour se fait déjà entendre. Alain Rodex, Outre-mer la première. Comme on s'y attendait dans l'Hexagone, le coronavirus a joué le trouble-fête dans ce premier tour des municipales, avec une participation à un niveau le plus bas jamais atteint, près de 20% d'abstentionnistes de plus qu'en 2014. Une abstention qui dépasse les 50% contre un peu plus de 36% en 2014, ce qui était déjà un record pour les municipales sous la Ve République. Un scrutin sous haute sécurité avec comme mot d'ordre masque, gants, gel désinfectant et distance de rigueur entre électeurs, ce qui n'a pas vraiment rassuré tout le monde et qui laisse sceptiques certains électeurs. Hier, j'ai réuni en urgence le conseil scientifique. Je leur ai demandé de se réunir, libre, sans politique, et de nous faire une nouvelle recommandation, en leur disant, compte tenu de la situation et des annonces du Premier ministre, faut-il ou non maintenir le premier tour ? Reste que la question est plus que jamais d'actualité et dépasse les enjeux politiques. Tout ça est, à l'heure où nous parlons, terriblement secondaire. Ce qui compte, puisque nous parlons politique, oui. Et c'est ce que j'ai demandé au début de cette émission, c'est que le président de la République et le Premier ministre rassemblent dès demain, pas mardi, pas mercredi, dès demain, l'ensemble des partis politiques, des corps intermédiaires, des autorités sanitaires, pour nous dire clairement et en toute transparence ce qu'il se passe dans notre pays. L'heure n'est pas à la politique et à la détermination des fautes des uns et des autres. L'heure est à la guerre sanitaire. Et chaque heure compte. Le Premier ministre qui, dans une allocution très courte, annonce qu'une décision sera prise dans les jours qui viennent. Le taux d'abstention élevé que nous enregistrons témoigne cependant de l'inquiétude grandissante de nos concitoyens face à l'épidémie qui nous frappe. C'est la raison pour laquelle, demain, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, c'est en prenant en compte l'avis des autorités sanitaires que nous nous organiserons pour le second tour. Luc Steinmetz, très rapidement, ça pourrait avoir des conséquences si un second tour était annulé. C'est-à-dire que si une loi votée par le Parlement décidait d'annuler ces élections, aussi bien le premier que le second tour, nous sommes inclus dans le système communal de l'ensemble de la République. Donc il faudra tout de même penser, compte tenu qu'ici il n'y avait pas de problème de coronavirus, il faudra quand même penser que les parlementaires fassent une exception de manière à ce que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française ne soient pas incluses dans la décision d'annuler les élections. Merci pour cette précision. Bien sûr, nous aurons l'occasion d'y revenir avec vous. À Paris, alors que le dépouillement se poursuit, la maire socialiste sortante Anne Hidalgo est en tête avec 30 à 31%. Elle devance largement la candidate LR Rachida Dati, 22%. Agnès Buzyn, La République En Marche, est créditée de 17% au premier tour, selon les estimations de plusieurs instituts de sondage. Le coronavirus, on en parlait, alors que l'Australie impose une quarantaine à tous les voyageurs entrants. Aucun cas positif n'a été dépisté en Nouvelle-Calédonie. Et puis on apprend ce matin qu'une femme en provenance de métropole a été mise en quarantaine au 6 de Dumbéa. Elle ne présente pas de symptômes, mais elle est en contact avec une personne contaminée. Et puis le gouvernement interdit les paquebots de croisière sur l'ensemble du territoire. D'autres mesures, d'ailleurs, pourraient être prises dans l'après-midi. Thierry Santa, président du gouvernement, interrogé par Bruno Satt et Jean-Louis Perrin. Vu l'ampleur maintenant de la pandémie mondiale, le nombre de pays à risque s'est quasiment étendu à l'ensemble du globe. Les sociétés de croisière elles-mêmes commençaient à avoir des difficultés à mettre en œuvre les mesures de contrôle interne à chaque navire qui nous permettaient jusqu'à maintenant d'autoriser éventuellement leur toucher en Nouvelle-Calédonie. Donc pour toutes ces raisons, la décision a été prise effectivement d'interdire purement et simplement l'entrée de croisiéristes en Nouvelle-Calédonie. Alors, les bateaux, c'est une chose, mais il y a aussi les avions. Pourquoi ne pas faire, par exemple, comme la Nouvelle-Zélande ou l'Australie, c'est-à-dire mettre en quarantaine toutes les personnes qui arrivent de pays à risque en Nouvelle-Calédonie ? On organise une cellule de crise institutionnelle avec le haut-commissaire, les présidents
présidents de province, les présidents d'associations de maires, pour ensemble, justement, réfléchir à des solutions, à des mesures encore plus strictes à l'arrivée à Tontouta. Est-ce que vous avez mesuré l'impact économique, notamment déjà sur les paquebots et puis sur éventuellement les avions, c'est-à-dire la perte de chiffre d'affaires, par exemple, pour les commerçants, entre autres? Alors, c'est en cours de chiffrage, mais ce qui est certain, c'est qu'il y a effectivement un impact sur toutes les sociétés liées au tourisme au sens large, y compris la compagnie Air Canin, qui d'ores et déjà est dans une situation compliquée et anticipe les mois à venir encore plus compliqués. Toutes les sociétés liées aux croisières vont se retrouver en difficulté, toutes les agences de voyage sont déjà en difficulté. Donc on a cette connaissance de la difficulté, on n'a pas encore le montant précis de ces difficultés en question, mais on est déjà en train de réfléchir à des mesures d'étalement de charges sociales, d'étalement d'impôts. Les provinces réfléchissent de leur côté à des mesures de soutien à ces entreprises. Et puis nous l'apprenions hier, le chanteur Mej Wenewa est décédé dans la nuit du 14 au 15 mars à son domicile de Lifou. Un artiste connu et reconnu pour sa musique et son engagement auprès des jeunes et des personnes en situation de handicap. Natacha Cognard. Vous m'avez tout donné, vous m'avez tant aimé, vous êtes toutes mes plus belles années. Madame est un des morceaux les plus connus de Mej Wenewa. Reggae, zouk, chanson française, l'artiste originaire de Lifou est curieux et polyvalent. Tout a débuté en 2007 pour Mej Wenewa. Après être resté 24 ans en métropole, le Calédonien revient sur son caillou natal. Il sort alors son tout premier disque. Et c'est avec tous ces échanges que j'ai pu avoir, dont j'ai pu bénéficier au cours de ma vie, de mon périple en métropole, tout ça, que j'ai pu pondre cet album. Après s'être produit au Francophonie de La Rochelle et après avoir remporté les Flèches de la musique en 2008 ainsi qu'en 2012, Mej Wenewa diversifie ses activités. Auteur, compositeur, interprète, il s'intéresse en 2014 à la publication. Il sort un magazine pour les enfants âgés de 5 à 8 ans. Zazouille promeut l'égalité des chances pour tous. C'est ça l'objectif principal, de faire des liens entre les savoirs, entre l'enfant, le savoir, entre l'enfant, l'école, entre la maison, l'école et entre les générations également. En 2015, Mej Wenewa est le premier Calédonien à participer au Festival international du court-métrage à Cannes. De par son métier d'instituteur spécialisé au collège de Koutiau, son film est un plaidoyer pour que la société adopte un autre regard sur le handicap. Mej Wenewa s'est éteint dans la nuit du 14 au 15 mars, à son domicile de Lifou. Il aurait succombé à une crise cardiaque. Il laisse derrière lui 4 enfants et de nombreux fans. Là, et moi, je voudrais faire un gros bisou à tous les Calédoniens, parce que franchement, je vous adore, je vous bise, je vous kiss tous. Avant de nous séparer, je vous rappelle que l'alerte cyclonique de niveau 1 a été levée à 8h en province nord, à 11h en province sud. La préalerte a également été levée dans la province des îles. Prochain rendez-vous avec l'info, c'est ce soir à 19h30 avec Thérèse Ouaya. Je vous souhaite une belle après-midi. L'info continue